Bonjour et bienvenue à ce cours de gestion de projet à destination des élèves de BTS SAM. Nous sommes sur un cours qui porte sur la veille informationnelle. On a vu donc sur ce premier chapitre l'identification des besoins d'information de l'entreprise avec notamment les 5 premiers volets. Aujourd'hui nous ferons le 6e et dernier volet de cette série, sachant qu'ensuite il y aura un autre chapitre sur la mise en place des outils de veille informationnelle. Donc premier point, il s'agissait donc des besoins d'information dans le cadre du projet, à savoir donc pourquoi l'entreprise avait de tels besoins d'information. Le grand 2 sur la collecte d'informations en interne qui était axé essentiellement sur la recherche d'informations au sein des bases de données propres à l'entreprise. Le grand 3 sur la collecte d'informations sur Internet avec notamment la mise en place, l'utilisation de moteurs de recherche comme Google. En 4, nous avons vu le contrôle de l'information. Pourquoi est-ce que nous avions besoin de contrôler l'information, la fiabilité notamment de l'information qui circulait sur le web. En grand 5, le besoin de veille informationnelle avec les différents types de veille informationnelle qui existaient. On parlait notamment de veille juridique, concurrentielle, fiscale, sociale, etc. Et nous nous retrouvons cette fois pour l'organisation de la veille. Donc l'organisation de la veille va traiter de différents points. On va d'abord voir comment délimiter le type de veille. Aura-t-on affaire à une veille active ou une veille passive? Dans les deux cas, on parlera de veille. Dans les deux cas, ça peut s'avérer nécessaire. Ensuite, un grand B qui parlera de l'organisation de la veille, mais cette fois dans le temps. On parlera donc de fréquence de la veille. On parlera ensuite des 5 étapes du cycle de veille. Donc là encore une fois, une veille correspond ou répond en tout cas à un cycle particulier, 5 étapes. Il suffit de mémoriser les 5 étapes pour avoir une veille qui normalement est censée fonctionner. Enfin, nous verrons donc les risques liés à une veille défaillante et les acteurs, ce sera le grand E, qui vont participer à cette veille. Pour l'heure donc, l'organisation de la veille, grand A, la délimitation du type de veille. A-t-on affaire à une veille active ou une veille passive? Alors, distinction entre ces deux types de veille, c'est ce que l'on voit tout de suite. Donc là, c'est un préambule, une petite introduction. On vous dit que compte tenu du contexte concurrentiel de l'entreprise, la veille a pris aujourd'hui une dimension de prospection. Ça signifie quoi? Ça signifie que la veille ici, elle est préventive à une action, à une décision stratégique éventuellement de l'entreprise. On ne fait pas de veille pour quelque chose qui s'est déjà passé. Ce qui est un petit peu logique. Veiller à quelque chose, c'est prévenir quelque chose. Donc ici, on dit qu'il s'agit de veiller pour surveiller l'environnement, détecter les menaces, voire même les opportunités, les tendances. On l'a vu sur le chapitre précédent quand on parlait donc des types de veille. La veille pouvait toucher différents domaines. Là, ici, ce que l'on veut distinguer, c'est la veille passive de la veille active. Alors, qu'est-ce que la veille passive? On vous dit que cette veille passive permet de rester informé sans répondre à un objectif précis. En fait, la veille passive, c'est tout simplement de la recherche d'informations. C'est pas tout à fait de la collecte, mais c'est de la recherche d'informations sans réel but bien déterminé. Contrairement à la veille active qui, elle, on vous dit, est mise en œuvre dans le cadre d'un projet et répond à des objectifs bien précis. Donc ça, c'est la distinction entre les deux. Vous avez un besoin d'information, quelque chose d'un petit peu plus précis, vous allez mettre en place une veille passive. C'est quelque chose, on va dire, d'assez ponctuel. Alors je vais modérer quand même mon langage, en fait, tout simplement parce que ponctuel, c'est une notion de temps, et cette notion de temps, c'est ce que l'on va voir juste après dans le grand B. La veille active, elle est mise en œuvre dans le cadre d'un projet, c'est-à-dire que vous avez d'ores et déjà une idée en tête, vous avez un projet, maintenant l'idée ça va être de le mettre en place et donc de trouver quelles sont les bonnes pistes à suivre. Et c'est cette veille active qui va vous permettre finalement de prendre les bonnes décisions. On passe au grand B, donc sur la fréquence de la veille. C'est pour ça que je modérais un petit peu mes termes. Ici, donc, la fréquence de la veille, elle va être distinguée en quatre points. On va d'abord parler donc d'une veille ponctuelle, par opposition, je vous le mets tout de suite, à une veille occasionnelle. Alors, distinction entre les deux, parce que c'est vrai que ponctuelle et occasionnelle,
Ce sont des termes assez proches l'un de l'autre. La veille ponctuelle, on va la définir comme une veille qui permet de dresser un état des lieux à un moment donné dans un cadre défini. Et donc on parlera dans ce cas de veille. Une veille occasionnelle, c'est une surveillance qui est organisée pour atteindre des buts précis. Donc la veille occasionnelle, ça va être une veille qui va être mise en place avec vraiment cette notion de projet, avec un vrai but bien déterminé. Alors que la veille ponctuelle, le but, il est toujours imprécis. On est vraiment sur de la prospection, comme on l'a vu précédemment. Donc quand il s'agit de se prospecter, on va être sur un type de veille qui va être ponctuel. Dans les autres cas, on aura donc une veille occasionnelle ou, si on cherche quelque chose d'un peu plus soutenu, on aura une veille périodique. Veille périodique avec, encore une fois, donc toujours cette notion de temps qui va permettre de distinguer tous les types de veille ici. Ici, donc, les informations, on dit les sources, vont publier en tout cas les informations de manière hebdomadaire, voire quotidienne, mensuelle. En fait, tout dépendra du type de source. Donc cette veille, on vous dit, va dépendre de la périodicité des sources. Vous pouvez très bien faire une veille qui va être fixée sur un mensuel, un ouvrage, un site qui va publier à une certaine période, donc un mensuel, un bimensuel, des informations. Vous voulez être tenu au courant de ces informations, vous mettrez en place une veille dite périodique. Enfin, vous avez la veille permanente. Alors cette veille permanente, c'est probablement la plus lourde. On verra juste après quelles sont les conséquences qui peuvent découler d'une veille permanente. Cette veille permanente, on vous dit, il s'agit de mettre en œuvre des alertes permanentes sur l'ensemble de l'environnement de l'entreprise. Alors, cette veille va vous donner des informations qui peuvent être issues de multiples sources, multiples origines. Donc là, vous aurez énormément d'informations et vous les aurez de manière très très récurrente. Alors vous pouvez bien entendu essayer de régler la périodicité de ces informations. Il y a des logiciels qui sont prévus pour. Néanmoins, cette veille permanente, c'est quelque chose qui nécessite ou qui va vous obliger à recevoir des informations de manière très très régulière. On n'est pas sur une mise à jour, une mise à niveau des connaissances. Ici, on est vraiment sur de la recherche d'informations parce que l'environnement risque d'être très très mouvant. Donc voilà concernant la périodicité de la veille, une veille ponctuelle. S'il n'y a que peu de définitions, si on a vraiment un but précis, on mettra en place une veille plutôt occasionnelle. Une veille périodique pour se maintenir à jour, on va dire, et une veille permanente quand on veut vraiment être alerté, quand il y a des phénomènes ici qui vont être à distinguer. Troisième point, grand C, donc structurer la veille, et là en l'occurrence on vous parle de 5 étapes du cycle de veille. Alors quelles sont ces 5 étapes du cycle de veille? Première étape, l'identification des besoins. On l'a évoqué précédemment dans un des points précédents. L'idée, donc l'objectif, vous dit, doit être clairement précisé quant au contenu recherché. Est-ce qu'on a affaire à une veille juridique? Est-ce que l'on a affaire à une veille sociale, une veille fiscale, etc., etc. Donc on doit déjà définir clairement les besoins. On doit aussi définir les moyens. Les moyens, on parle ici du temps imparti, mais on peut aussi parler des moyens humains, parce que vous allez mettre en place donc une veille et vous allez charger plusieurs personnes de réaliser cette veille. Deuxième étape, l'identification des sources. On vous dit que ces sources doivent être pertinentes, officielles, fiables. Alors vous n'avez pas forcément tous les critères, vous n'aurez pas forcément de sources officielles systématiquement, ça va dépendre en fait du type d'information que vous souhaitez. Des sources fiables, par contre, ça vous pouvez obliger des sources fiables, ça ce n'est pas un problème. Ces sources, ces informations, donc peuvent provenir, on dit, d'autres veilleurs comme les réseaux sociaux. Les veilles, en effet, peuvent tirer leurs informations de sources multiples comme notamment les réseaux sociaux. Troisième étape de la veille, la collecte. La collecte d'informations, vous dit, cette collecte peut être automatique. Ce sera ce qui va nous intéresser essentiellement sur le chapitre suivant. On parlera d'outils et ces veilles maintenant peuvent se faire automatiquement.
vous n'avez plus à aller chercher systématiquement l'information là où elle se trouve. Maintenant, l'information peut venir à vous. Grâce à quoi? Grâce à des logiciels, ce qu'on appelle notamment des agrégateurs, mais ça on y reviendra dans un chapitre suivant. Donc la collecte, on vous dit peut-être automatique ou par capitalisation. La capitalisation, ça consiste tout simplement à accumuler. Quand vous capitalisez une somme d'argent, en fait, c'est parce que vous amassez une somme d'argent, vous l'ajoutez au fur et à mesure. Et bien ici, c'est la même chose. La capitalisation de l'information, ça va être la somme des informations que vous allez pouvoir comme ça accueillir. Quatrième étape, on vous parle d'analyser et de traiter l'information. On vous dit qu'il faut vérifier le sérieux du site, la pertinence des informations collectées, et qu'il s'agira ensuite de faire le tri et de compléter les informations, celles qui vous manquent. Donc l'analyse, le traitement. L'information que vous allez avoir est une information brute, issue d'une source qui a publié cette information telle qu'elle le souhaitait. Ce n'est pas forcément l'information que vous souhaitez, ou elle n'a pas été retraitée suffisamment correctement, ou pas en tout cas dans l'essence que vous souhaitez. Par conséquent, ce sera à vous d'analyser les informations que vous avez reçues et de les traiter. L'analyse se fera notamment aussi grâce à la fiabilité des différents sites, donc à l'identification des sources. Vous voyez, on fait un lien assez étroit entre ces étapes. Enfin, dernière étape de la veille. Donc cette dernière étape de veille, il s'agira de la diffusion. Alors ici, elle n'a pas été notée, mais la diffusion de cette information, c'est tout simplement quelle information va-t-on diffuser et à quelle personne et sous quelle forme. Généralement, ça peut être sous forme de rapport, ça peut être sous forme de note. Maintenant, quatrième point plutôt, grand D, les risques liés à ce que l'on appelle une veille défaillante. Alors, une veille défaillante, c'est quoi? Vous m'avez dit, on a vu tous les principes qui permettaient de mettre en place une veille. Maintenant, vous les connaissez. Donc maintenant, vous êtes susceptible de mettre en place une veille qui soit fiable. Toujours est-il qu'il y a des veilles qui ne sont pas fiables. On va voir pourquoi elles ne sont pas fiables et surtout quelles peuvent être les incidences. Ici, deux exemples. Vous faites une veille, mais une erreur, par exemple, sur le taux ou sur l'assiette de cotisation. Tout simplement, si vous avez cette erreur, vous pouvez avoir un redressement fiscal. Tout simplement parce que vous n'avez pas déclaré finalement les bons montants. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas veillé à actualiser finalement les taux de cotisation. C'est quelque chose qui est essentiel, c'est basique, c'est bête, mais si vous n'êtes pas à jour, vous ne pouvez pas faire de déclaration qui soit fiable. Ici, donc, on a besoin d'une veille fiscale. Deuxième exemple, une erreur de coefficient sur les bulletins de paye. On vous dit qu'il peut fonder une plainte au prud'homme de la part des salariés. C'est aussi simple que ça. Vous avez donc, encore une fois, des principes de règlement. Ici, on vous parle de coefficient. Si vous n'appliquez pas ces bons principes, il peut y avoir une plainte et cette plainte peut déboucher sur une plainte au prud'homme, donc au tribunal. Avec donc des conséquences, vous voyez ici des conséquences assez importantes quand même pour l'entreprise. Un redressement financier, un procès au prud'homme, ce ne sont pas forcément des conséquences qui sont à négliger. Bien entendu, toutes les conséquences ne seront pas aussi dramatiques que ça. Néanmoins, on peut s'attendre aussi à ce type de conséquences. Alors, pourquoi est-ce que ces risques de veille peuvent se présenter? Tout simplement parce qu'on a deux cas. Un premier cas, ce qu'on appelle la sous-information, et un second cas, la surinformation. Différence entre les deux? La sous-information, comme son nom l'indique, c'est parce qu'on est sous-informé, parce qu'on manque d'éléments d'information. Ici, on vous le dit, les informations sont insuffisantes et vont empêcher la personne de soutenir une prise de décision ou l'empêcher de faire correctement son travail. Essayez de vous imaginer, vous avez quelque chose à faire, vous avez une décision à prendre, vous demandez une veille, on vous donne des infos, on ne vous donne pas celles que vous avez souhaitées, on ne vous en donne pas assez. Dans quel état vous allez prendre votre décision? Vous pouvez la prendre, mais vous risquez de ne pas être sûr de vous. Il y a un manque de fiabilité. Donc ça, c'est une situation, vous dit, qui est souvent le résultat d'une veille inexistante ou un manque d'information qui se traduit par l'incapacité pour un acteur du projet d'utiliser des informations fiables. Pas de veille, c'est de la sous-information.
une très mauvaise veille, alors vraiment très mauvaise, là encore une fois, on serait sur de la sous-information. Par opposition, maintenant, la surinformation. Essayez d'imaginer. Vous avez une phrase qui dit que trop d'infos tue l'info. En fait, c'est trop de quelque chose tue quelque chose. Mais ça s'applique aussi à l'information. Trop d'informations tue l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va vous donner de l'information et les systèmes de veille vont vous procurer cette information. Mais cette information, vous allez l'avoir, vous allez la recevoir. Et vous allez tellement en recevoir, parce que votre veille, justement, est très bien organisée, vous recevez ces informations, mais peut-être pas assez précises, ce qui fait que vous allez avoir énormément d'informations. Maintenant, si vous avez beaucoup d'informations, qu'est-ce que vous allez faire? La retraiter, bien sûr, mais pour la retraiter, ça, il va vous falloir du temps. Donc en fait, trop d'informations va vous embarrasser. Vous n'aurez pas suffisamment de temps pour exploiter toutes ces informations. Et ça, ça va aussi vous pénaliser parce que trop d'informations et pas assez de temps pour l'exploiter réellement, ou alors pour exploiter des informations qui ne sont pas forcément cruciales, mais ça va retarder finalement votre prise de décision. Donc pour la surinformation, on vous dit qu'on appelle ça aussi de l'infobésité, contraction d'information et obésité. Et ça désigne tout simplement l'excès d'information. Donc ça, on aurait pu s'en douter, hein, surinformation, excès d'information. L'analyse, donc on dit, dans cette situation, généralement, ça résulte d'une mauvaise délimitation du périmètre de veille. Autrement dit, une veille qui ne sera pas assez précise. Elle peut aussi être le fait d'individus qui veulent à tout prix tout savoir tout le temps, et paradoxalement par crainte de sous-information. On aime bien être au courant, on veut être au courant de tout, on veut tout savoir. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on va être surpassé par la quantité d'informations. Ces personnes qui veulent beaucoup d'informations, on vous le dit, passent alors plus de temps à s'informer qu'à produire de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous glanez de l'information, vous avez les connaissances, mais vous n'avez pas le temps de reproduire cette information, de dispenser cette information sous forme par exemple de dossiers, de rapports, de projets, d'études. Ce que vous souhaitez, ça dépendra de la forme que vous avez choisie pour diffuser cette information. Toujours est-il que l'accumulation de différents types d'informations, de différentes sources d'informations, va vous pénaliser. Voilà. À partir de là, donc, l'information et la veille informationnelle, vous voyez qu'elle nécessite en fait énormément de travail. Et vu qu'elle nécessite beaucoup de travail, on va répartir, on peut en tout cas répartir les tâches entre les différents acteurs. Vous pouvez avoir donc dans un groupe de projet plusieurs acteurs qui vont avoir différents rôles. Si vous avez une veille relativement modeste, on va dire, le même acteur pourra occuper plusieurs rôles, voire la totalité des rôles. Tout va dépendre en fait de l'envergure de la veille. Ces acteurs, on va leur donner 3 titres. Ils auront le rôle d'observateur, d'analyste ou de décideur. Les observateurs, on vous dit que ce sont ceux qui ont pour mission d'acquérir l'information, ceux qui vont aller chercher l'information. Donc ce sont eux qui vont devoir analyser, non pas l'information, mais analyser les conditions de recherche d'information. Ils vont devoir préciser l'information. Si on essaye de voir le rapport avec les autres points, ce serait par exemple la définition des critères de recherche d'information. Quand on a travaillé sur les conditions, notamment dans le moteur de recherche Google, on en est tout à fait là. La personne qui va chercher l'information doit définir clairement ses besoins. Ça, ce sera le rôle de l'observateur. Ensuite, on aura un rôle d'analyste. Là encore, je vous l'ai dit, ça peut être la même personne, ça peut être une personne différente. Ça veut dire que les informations, on les a. Ensuite, on les transfère à une personne qui va se charger d'analyser ces informations, de faire les rapprochements, voire même d'évaluer un petit peu la qualité de l'information. Là, c'est un rappel au premier point que l'on a vu en début de chapitre. Enfin, le décideur. Le décideur, lui, il n'a plus qu'à, on vous dit, décider, prendre les décisions stratégiques en lien avec le projet. Le décideur, c'est celui maintenant qui va prendre la décision par rapport aux analyses qui ont été faites, par rapport aux observations qui ont été observées. Alors là, c'est vraiment de la paraphrase, mais concrètement, on est allé chercher de l'information
on a traité l'information. Ensuite, on diffuse l'information et cette information va permettre à ce décideur de prendre la décision stratégique de l'entreprise. Voilà comment doit s'organiser une veille. Vous avez maintenant donc les 5 étapes de la veille. On parle d'identification des besoins, d'identification des sources, de collecte d'informations, d'analyse, de traitement et de diffusion de l'information. On essaye en tout cas de maîtriser cette information. On ne veut pas être en sous-information ni en surinformation. Ensuite, ce sera à vous d'occuper l'un de ces 3 rôles, voire les 3 rôles. En tant qu'office manager, généralement, vous aurez plutôt les 2 premiers rôles à observer, le 3e étant réservé au manager. Voilà, je vous remercie, c'est la fin de ce chapitre. On se retrouvera prochainement sur un nouveau chapitre. Cette fois, on utilisera les différents outils de veille informationnelle, les outils automatiques. À bientôt.